Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour de rencontre et d'échange. Émission demandée, c'est la santé qui passe au crible les faits de société de chez nous. Et ce jour encore, nous allons parler de notre vie, de la vie sociopolitique de notre pays à la veille d'une nouvelle échéance électorale, la présidentielle de 2020. Les Togolais savaient depuis ce jeudi la date du premier tour de cette élection présidentielle. Ce sera le 22 février de l'année prochaine. Beaucoup d'interrogations, une demi-douzaine de candidatures déclarées, dont pas encore celle du chef de l'État sortant, le président Faure. Sera-t-il ou ne sera-t-il pas candidat? Eh bien, la question se pose. Et déjà, des groupes associatifs demandent à ce qu'il soit candidat. Qu'est-ce que cette candidature vous inspire? Quelle réflexion peut-on en faire? Quel bilan dresser de ces 3 mandats successifs du président Faure? Et donc, tant de questions que j'aurais à poser à mon invité, qui n'est autre que M. Richard Aboki, professeur de la retraite, socio-économiste. M. Aboki, merci de nous accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à participer à ce débat. C'est ça. Vous avez voulu discuter avec nous sur ces questions d'actualité, ces questions brûlantes de l'heure. Vous n'êtes pas forcément un politique, vous êtes plutôt observateur, analyste de la vie politique de notre pays depuis maintenant plusieurs années. Alors, dites-nous, avant d'arriver dans le vif du sujet, rappelez-nous un peu les grandes étapes de notre vie, de notre marche, quand on prend par exemple des indépendances à 90, au début du processus démocratique, de 90 à 2005, avec la mort du feu président Eyadema, le fils qui a pris le pouvoir. Alors, quelle analyse, quel bilan, quelles sont ces grandes étapes qui ont jalonné la vie politique de notre pays? Bien, je crois que pour aller vite, il faut peut-être partir de l'assassinat de Sylvanus Olympio comme la première date qui a été un véritable choc national, le repère pour l'ensemble du peuple togolais. Ensuite, le décès du président fondateur du RPT, Feu Gnassingbé Eyadema. Et ensuite, c'était en 2005, oui. 2005, et l'arrivée ou l'éruption au sommet de l'État de son fils, l'actuel président de la République. Alors, pour caractériser rapidement cette période, je dirais que nous sommes encadrés par 2 traumatismes. 2 traumatismes. Le premier, c'est l'assassinat de Sylvanus Olympio. Personne ne s'attendait à ce que le 13 janvier 1963, qu'il puisse disparaître. Ça a été un événement subi. Ce fut un choc. Ce fut un grand choc pour tout le monde. Nous étions à l'époque au Collège Saint-Joseph, et donc, nous étions quand même relativement âgés, et donc nous avions des informations sur la situation politique de notre pays à l'époque. Et je dirais que très rapidement que j'ai été un témoin privilégié de ces événements, puisque le 13 janvier 1963, je me trouvais dans les studios de Radio Lomé en tant que professionnel, c'est-à-dire comme animateur de programme. J'avais travaillé 2 ans à Radio Lomé, la première année à temps plein comme animateur de programme, et la seconde année comme présentateur du journal, le journal Parler. Et donc, le jour où j'étais d'antenne, le 13 janvier, ça coïncidait avec l'assassinat de Sylvanus Olympio. À la disparition du président fondateur du RPT et l'irruption de son fils au sommet de l'État en disant « je continue ou je termine le mandat de mon père ». C'est ce qu'il avait déclaré. « Je termine le mandat de mon père ». Nous étions abasourdis. Nous ne nous attendions pas à un tel scénario. Est-ce que le président Eyadema avait laissé un testament? Est-ce qu'il avait donné des consignes que, une fois disparu, que un de ses enfants, puisque M. Faure Gnassingbé n'est pas le seul fils du président fondateur du RPT, et donc nous nous sommes lancés dans des conjectures. On a cherché des indices un peu partout pour savoir s'il y avait une volonté de transmettre le pouvoir de façon dynastique. Alors, si vous permettez... C'était en dehors de toute légalité, c'est ça? En dehors de toute légalité. Mais bon, disons que s'il avait une telle volonté, il aurait fait de son vivant. Il aurait dit à ses collaborateurs que voilà, si... Vous avez cherché, vous avez trouvé... On a trouvé des indices. D'accord. Le premier indice,
c'est que il fut un temps lui-même, vous savez, quand vous restez longtemps au pouvoir, il a quand même fait 35 ans, mais l'idée lui a trotté dans la tête qu'à sa disparition, éventuellement, un de ses enfants pouvait le remplacer. C'était Ernest Gnassingbé. J'avais eu une chance extraordinaire parce que j'ai un ami qui était conseiller du président Raffarin à Paris, à la rue de Varennes. C'est une annexe de la primature. Et donc, je lui avais interrogé sur ces questions longtemps à l'avance et il m'avait dit non, il se peut que ça se fasse, mais que nous, en tant que Français, nous n'avons strictement rien à voir là-dedans. C'est lui qui décide s'il a envie de mettre un de ses enfants à la tête du pays. Et en l'occurrence, qu'ils ont entendu parler du nom d'Ernest Gnassingbé. Le second indice, ou le deuxième indice, j'ai eu aussi une chance extraordinaire de rencontrer le président Savimbi. À Paris. Jonas Savimbi, longtemps avant le décès du président Eyadema. Et donc, quand je l'ai rencontré à Paris, c'est à la diligence d'un ami, et nous étions vus à l'hôtel Royal Monceau, non loin des Champs-Élysées. Nous étions trois Africains à l'époque. Je peux les citer, puisqu'il y avait le président Alpha Condé. Il y avait le président Alpha Condé. Il n'était pas encore président. Il était encore dans l'opposition. Il y avait un de nos aînés, Robert Dossou du Bénin. Et donc, à la suite des discussions en groupe qu'on a eues avec d'autres personnes, nous avons eu des discussions en aparté. J'ai été reçu en aparté avec le président Savimbi. Et donc, j'avais cru comprendre que le chef de l'État togolais lui avait déjà livré ses voilà, intentions. Exactement. Donc, demander des conseils et que lui l'aurait déconseillé. Il lui dit non, il vaut mieux laisser les enfants dans les affaires plutôt que de leur faire faire la politique. Alors, troisième indice, qui est un peu troublant, c'est que quand le président Eyadema a changé la constitution togolaise en 2002, il a rabaissé l'âge d'accession au pouvoir de la présidence de la République de 45 à 35 ans. En 2002, je crois que le président Faure Gnassingbé devait avoir 36 ans, à peu près. Ernest, son frère, je crois, devait avoir 43 ans. Et je ne connais pas l'âge de Roch Gnassingbé, donc mais bref, les deux, en tout cas, pouvaient. Plus âgés, oui. Voilà, pouvaient, puisqu'on avait créé les conditions sur le plan constitutionnel. Mais le dernier indice qui bat en brèche toutes les hypothèses sur une transmission dynastique du pouvoir, c'est que le président Eyadema, quand il a mal vécu les sanctions de l'Union européenne de 1993 jusqu'à ce que nous rentrions dans les 22 engagements. Oui. Je dirais même jusqu'à ce que, par exemple, il y a eu la signature de l'accord cadre de Lomé en 1999. Mais les 22 engagements, Donc, il n'avait pas aimé ces... Non, il a très mal vécu. Oui, il a très mal vécu. Vous savez, les personnages d'État, je crois que dans leur dimension secrète intérieure, ont une sorte de... Il y a des conflits intérieurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, que nous ne pouvons pas connaître. Et donc, il avait très mal vécu les sanctions. Et il a vu un peu que tout son parcours, que peut-être, quelque part, est-ce que l'histoire ne l'a pas utilisé? Je dis bien, est-ce que lui, Gnassingbé Eyadema, l'histoire ne l'a pas utilisé plus que lui n'a fait l'histoire? Il se dit, est-ce que j'ai fait l'histoire réellement ou m'a-t-on utilisé pour faire l'histoire? Et donc, nous savions qu'il y avait des contacts avec un de ses anciens collaborateurs pour voir un peu dans quelle mesure on ne pouvait pas faire une transition. Ce collaborateur et moi, nous nous sommes retrouvés au Sénégal au cours d'une mission et j'ai senti qu'il était pressenti pour pouvoir... Et c'était en 2004, en décembre 2004. Le président Eyadema est décédé en février 2005. Donc on était à Dakar en décembre 2004. Et donc j'ai senti qu'effectivement, il était un peu pressenti pour... Mais je ne pouvais pas dire exactement la formule, disons, sur le plan institutionnel qui avait été prévue. Donc,
je crois pour ma part, et je crois que l'histoire ne nous démentira pas, que ce qui s'est passé en 2005 n'est pas conforme à la volonté du président Yadema. Que son fils Faure Gnassingbé prenne le pouvoir dans les conditions où ça a été fait. Alors, mais on ne peut pas le savoir. Vous ne parlez que d'indices en réalité. ce sont des indices, j'aimerais être démenti par l'histoire. Mais disons que, vous savez, la politique, ce n'est pas une science exacte. Bien sûr. Ce n'est pas une science exacte. On est dans un environnement, on voit le comportement des gens, on a, comment dirais-je, des réactions. Mais j'ai été frappé par une phrase de Alpha Ouma Konaré en 2005. Il disait que les enfants des Yadema, en faisant ce qu'ils ont fait, ils l'ont tué 2 fois. Ils l'ont tué 2 fois. C'est-à-dire que leur père est mort de mort naturelle, un grand chef d'État qui est resté 35 ans au pouvoir, et que brusquement à sa mort, que ça se passe comme ça, que ça n'est pas normal. Que quelque part, c'est une sorte de, comment dirais-je, de profanation de sa mémoire. Alors, moi, derrière sa réaction, je me dis, j'ai vécu un peu, à un moment donné, la chute, c'est-à-dire la manière dont certains collaborateurs du président Yadema ont quitté le pouvoir. Et certains l'ont mal ressenti. Il a mis, par exemple, certaines personnes à la retraite anticipée au sein du RPT en disant donc vous n'aurez plus de responsabilité. Parce que, bon, je sais. Un peu du ménage dans le sérail, il a fait. Et dans le sérail, certains qui étaient dans des conseils d'administration, le président Yadema avait donné des instructions pour qu'on les enlève. Tout simplement parce que, vous savez, quand vous avez des collaborateurs et sur la très longue durée, vous vous rendez compte que, au fond, ces gens ne sont là que parce que vous êtes là et que vous pouvez leur donner de quoi manger. Vous finissez par les mépriser. Vous vous dites, oh, regardez-moi ça, ils ont fait des études, ils sont allés en Europe. Moi, Gnassingbé Yadema, j'ai choisi le métier des armes. Je ne suis pas assez au sol, mais j'ai une part de dignité qu'ils n'ont pas. Et donc, je crois que certains ont voulu prendre une revanche sur la mémoire du président fondateur du RPT. À mon avis, ils ont voulu prendre une revanche sur sa mémoire. Bon, ils l'ont fait de façon maladroite, avec des bâches. Et donc, regardez un peu. Nous avions une constitution. Les textes sont clairs. Celui qui est mort, il est mort. Nous n'avons plus de conflit avec lui. Le président Yadema, moi, je ne suis pas d'accord avec le régime Yadema. J'ai travaillé dans ce régime. Je suis resté aux affaires étrangères. Je suis même resté à la primature comme conseiller d'Agbeome Kodjo pendant 2 ans. Mais tout en étant là-bas, je faisais entendre ma différence. Et donc, mais une fois qu'il est décédé, nous n'avons plus de problème. Il n'y a plus de contentieux. Non, on n'a pas de contentieux avec les morts. Nous avons des contentieux avec les vivants, si toutefois contentieux il y a. Et là, dans le cas d'espèce, moi, je suis partisan depuis très longtemps d'une politique de raison. D'une politique de raison. Dans la vie, même en politique, il faut être modeste. Les actes de deux-mesure, c'est-à-dire que défier toute une nation, défier le monde en disant « moi je prends le pouvoir, je fais ce que je veux » avec des gens qui vous entourent mais dont vous ne connaissez pas. Les vrais ressorts moraux, intellectuels, les vrais calculs, les vraies stratégies, parce que quand vous menez une action commune, il y a toujours des stratégies individuelles. Bien sûr. Vous êtes devant. Des agendas cachés. Mais bien sûr, mais absolument. Certains, c'est pour l'argent. Alors, M. Abouki, est-ce qu'en 2005, là, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce qu'il y a un autre scénario possible? Absolument, il y avait un autre scénario possible. Oui. En 2005, mais qui était, sur le plan constitutionnel, d'office, devait assurer l'intérim. D'après les tests, c'est le président de l'Assemblée nationale. Natchaba. Natchaba était en mission. Donc, il devait revenir pour assurer l'intérim, prendre la présidence de la République et donc organiser les obsèques du président Yadema. Natchaba est un vieux collaborateur du président Yadema et il fait partie de longue date, de l'un des
des plus zélés ou des plus efficaces aussi. Moi, je me rappelle quand il a été nommé directeur de cabinet, nous étions ensemble à l'université quand il était nommé directeur de cabinet. Mais quand Djaba était directeur de cabinet, beaucoup de gens tremblaient. Même parmi les agents de sécurité qui étaient à la présidence, beaucoup de gens tremblaient. Il y a des ministres qui tremblaient. Il y avait des gens plus âgés que lui qui tremblaient. Tout simplement parce que... Il faisait bien son métier. Il faisait bien son métier. Il était efficace, mais il avait l'œil. Il avait l'œil et l'oreille du président. Je rappelle que le jour où Djaba a été limogé par le président Yadema, bon, je n'entre pas dans ces détails, les gens ont dansé. Les agents de sécurité ont dansé. Les gens étaient contents, disaient, ah, enfin, on est débarrassé de... Bon, bref, donc c'était lui, n'est-ce pas, qui devait... d'organiser les funérailles du président Yadema, que les gens de la communauté internationale, les chefs d'État qui le connaissent, viennent saluer sa mémoire, comme ça se fait dans tous les pays. Qu'il a été dictateur ou pas, bon, quelque part, peut-être que les peuples, parfois, n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Et donc, mais on a fait passer son avion au Bénin. Debache, lui, a pu venir à Lomé pour organiser... Il semble qu'ils avaient pris le même avion. Hein? Mais, bref, moi, je ne savais même pas. Ça, c'est la nouvelle que vous me donnez. Pour organiser cette imposture. Et moi, j'ai été très vexé parce que si mon premier fils était vivant aujourd'hui, mon premier fils est né en 1962. Donc, il a 4 ans de plus que Faure Gnassingbé. Mais j'ai vu, je dis, comment on peut humilier un jeune homme comme ça aux yeux du monde entier en 2005. Nous ne sommes plus en 1963. Mais ils l'ont humilié. Et Abdoulaye Wade, le président sénégalais, a dit, mais monsieur Faure Gnassingbé, vous avez l'argent que votre père vous a laissé, puisqu'ils sont les principaux bénéficiaires des 35 ans du régime Yadema. Vous avez fait des études, vous avez l'armée avec vous. Mais pourquoi faire ce que vous avez fait? Juste, il fallait attendre d'aller aux élections. Et c'est ce qui, s'il avait voulu, véritablement, mais on lui a fait faire quelque chose d'épouvantable, à mon avis. Moi, j'ai été humilié, je dis, en tant que père. Donc, voilà un peu pour cette histoire. Donc, je me dis, en toute hypothèse, que nous n'étions pas dans une succession dynastique. Et un de mes collègues avec qui j'ai enseigné à l'école normale supérieure de Tapamé m'a dit au cours d'une rencontre que c'est la mafia qui vient d'organiser cette succession. Qui s'est passé. Ça, c'était pour le rappel historique de ces faits dans les années 2005. Puis après, Faure a respecté quand même la légalité constitutionnelle en se retirant d'abord, puis après à se présenter à l'élection qui s'est déroulée donc en 2005 pour la session de son père. Ça a été fait, n'est-ce pas? Oui. Je vais être tout à fait objectif. Un crime qui est commis est commis. C'est commis. Dans la constitution togolaise, il est écrit que prendre le pouvoir par la force, je cite de mémoire, c'est un crime imprescriptible. Imprescriptible. Donc, sur le plan juridique, stricto sensu, même le fait, s'il se retire, ça n'efface pas. C'est ça, ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Mais cela dit, en politique, une nation peut accorder le pardon. Si soi-même, on demande pardon. Et je me rappelle que pendant sa campagne électorale, je ne sais pas si c'est dans les lacs, M. Faure Gnassingbé a déclaré « Je demande pardon avec le sourire ». Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase-là. Bon, la formule me paraissait un peu dépourvue de... Comment dirais-je? Bon, bref, et c'est le sourire qui me gênait un peu, mais dans tous les cas, le mot-clé qu'il avait prononcé, je demande pardon avec le sourire. Donc, quand l'APG a été signée, l'APG
En 2006. 2006, vu ce qui s'est passé en 2005 avec tous les morts que nous avons connus. Je considère que c'est un acte patriotique de la part de l'opposition. C'est-à-dire qu'il fallait, oublier, tourner la page. Avec tous ces morts, regarder l'avenir et donc bâtir le pays. C'est ce que nous voulions avec le décès du président Yadema. Parce que nous avions déjà pris des contacts avec des gens du RPT. Moi, je ne suis pas un politique, mais beaucoup de gens de ma génération étaient au RPT. Je peux les citer. Aujourd'hui, il y a des généraux parmi eux qui sont à la retraite. Il y a des colonels. Il y a des collègues qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'administration, qui étaient ministres, qui étaient au RPT, avec qui nous discutions. On dit, mais si demain le président Yadema s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner une réponse. Je la donne, je suis capable de la répéter. Et certains de mes amis, de mes anciens camarades avec lesquels j'ai fait de la classe de 6e jusqu'en terminale, ils m'ont dit, Richard, si le président Yadema disparaît un jour, aucun cabinet ne peut lui succéder. Je dis, ah bon? Dit, dans cette hypothèse, donc il faut dès maintenant réfléchir à une formule permettant de ménager une transition très douce vers l'avenir. Et donc, on nous a proposé plusieurs scénarios. Ça veut dire qu'il fallait même préparer la succession, n'est-ce pas? Mais lui-même étant vivant, mais on s'est dit, il faut anticiper. C'est ça le problème, il faut anticiper. La personne est restée longtemps, il est malade. Donc on ne va pas attendre que du lendemain, bon, s'il lui arrive quelque chose, que tout part en vrille. Et donc... Alors, quel était le rôle des chancelleries, des ambassadeurs à l'époque, n'est-ce pas, dans cette histoire de succession? Puisqu'en réalité, on sait comment ça se passe, les relations entre l'Afrique et la France. Oui. Dans l'espace francophone, le président Yadema s'est montré très disponible. C'était l'homme de la paix. Donc, chaque fois qu'il y avait un conflit quelque part, il prenait son bâton de pèlerin et il partait. Voir les gens disent non, c'est la paix un peu partout. Il y a le Tchad, il y a le Libéria. Donc, les dessous de Tchad, je peux vous raconter les dessous de Tchad, la façon dont Giscard l'a appelé à Piat, depuis sur son téléphone, il a dit, Monsieur le Président, au Tchad, ça ne va pas très bien, est-ce que vous ne voulez pas y aller? Bon, le président Yadema, il aimait rendre service dans l'espace francophone à la France. Je crois qu'il en a beaucoup rendu. Et je crois aussi qu'entre nos chefs d'État eux-mêmes, il y a une sorte de solidarité qui va au-delà du pouvoir. C'est-à-dire au-delà du pouvoir, il y a des solidarités, même que parfois ça tient à de l'argent. Le président Yadema ne lésignait pas sur les moyens pour aider un chef d'État au nord du Sahel, en disant, bon, ben, Monsieur le Président, tenez 2 milliards, puisque eux-mêmes ont fait des aveux. Il y a les Européens qui venaient, nous-mêmes, nous avons été témoins. Des gens qui venaient ici, certains, s'ils n'obtiennent rien à Lomé, ils poursuivent le président Yadema jusqu'à Pia pour obtenir un peu d'argent pour aller faire des campagnes électorales. Et donc, même, et j'ajoute ça, au plus fort de la suspension de la coopération avec l'Union européenne, nous avions d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Et pourtant, des gens venaient lui demander de l'argent, mais il faut nous donner ci, il faut nous donner ça. De cette même Union européenne? De cette Union européenne. Et en privé, ils se plaignaient, ils disent, mais eux-mêmes, ils savent que nous sommes sous sanction. Mais l'Union européenne met sous sanction le Togo. Quand vous allez à la Banque mondiale, vous n'aurez pas un centime parce qu'ils sont membres du conseil d'administration. Si vous allez au Fonds monétaire, le Fonds monétaire ne fera rien parce que les mêmes sont membres du conseil d'administration. Mais les mêmes politiques, ils viennent vous voir, ils disent, mais on a besoin d'argent, on a besoin de ci, tout ça. C'est une sorte de... Bon, bref, quelquefois, ça l'irritait. Et je crois, à mon avis, que quelque part, certains parmi eux ont voulu montrer leur reconnaissance. Envers le Père. Envers le Père, et donc, en aidant le Fils à accéder au pouvoir, mais bien évidemment, dans l'idée que si on l'aide le Fils maintenant, nous pourrions avoir nos entrées tout à fait comme on l'avait avant, peut-être même mieux, au Togo. C'est ça. Voilà un peu les dessous de cette affaire-là.
Et donc, moi je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas appliqué l'accord politique global tel que nous aurions dû l'appliquer. C'est ça tout le problème. Okay. Et donc, le pouvoir en place est obligé d'aller de fuite en fuite, d'utiliser des artifices. Mais l'artifice, ce n'est pas une politique de raison. Ça vous permet de survivre pendant quelques temps. 15 ans, peut-être 20 ans, même 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez à l'échelle de l'histoire? C'est rien. Mais vous allez où? Vous allez où avec ça? Je dirais, et sur ce point, je dirais que ce que nous oublions parfois, c'est qu'en politique, les gens qui nous entourent sont nos premiers ennemis. En politique, les gens qui vous entourent sont nos premiers ennemis parce que là où vous êtes... Mais on ne le sait pas. Mais là où vous êtes, ils aimeraient être à votre place. Vous pouvez les surprendre un jour, retournez-vous rapidement pour regarder un de vos collaborateurs, si vous êtes chef, vous verrez que peut-être que quand il est derrière vous, il fait des grimaces et que vous ne le voyez pas. C'est très instructif parce que nous, simples citoyens, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous sommes écoutés. Vos portables, nous sommes écoutés. Votre ordinateur, nous sommes écoutés. J'ai même eu un message tout à l'heure sur mon PC en disant par Firefox que, attention, quelqu'un est en train de vous suivre. Mais c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais tout se sait en Afrique, dans un pays, tout simplement parce que c'est notre culture. On n'a pas besoin de satellites pour ça. Voilà. Alors, autre préoccupation, c'est que dans la classe politique togolaise, même à l'époque, certains avaient souhaité que Faure prenne les rênes du pouvoir. Il semble qu'il y avait des intentions qui étaient exprimées en ce sens. Oui, non, vous savez, j'ai été témoin des scènes qui m'ont abasourdi, c'est que du temps du vivant et Adema, certains ministres qui étaient de la région septentrionale, certains avaient comme amis les enfants du président Yadema. Oui. Et donc, il leur amenait des dossiers officiels à la maison. C'est-à-dire que quand ils reçoivent certains dossiers, ils faisaient des copies ou ils les amenaient aux enfants du président Yadema sans que le président Yadema, peut-être qu'il le sait, mais ceci, c'est un peu la confusion des gens. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font pour être dans les bonnes grâces, en disant, s'il dit du bien de moi à son père, je suis sûr de rester ministre pendant longtemps. Donc, le président Yadema lui-même, parfois, quand il y a des missions à l'extérieur, certains ministres ou conseillers accompagnaient Faure à l'étranger. Et au cours, justement, de ces missions, évidemment, ils discutaient, eux-mêmes pouvaient lui demander, nous pensons que demain, si ton père n'est pas là, tu es bien placé pour le remplacer, bien placé, mais tout simplement, vous savez, les courtisans ne reculent jamais devant rien. Jamais. Et ça, c'est une loi de la nature. Un courtisan est un courtisan, quelle que soit sa formation intellectuelle, quel que soit son diplôme, quelle que soit sa richesse, un courtisan est un courtisan parce qu'il a, disons, l'esprit déréglé. Lui-même ne le sait pas, mais il a l'esprit déréglé par la corruption et l'amour-propre dévoyé par le mensonge, tout simplement parce qu'il est prêt à dire au fils, non, vous êtes le meilleur. Et je vais vous dire une chose tout à l'heure. Oui, allez-y. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un différend entre Faure Gnassingbé et Kpacha Gnassingbé? Pourquoi son frère est en prison? C'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. Donc c'est des gens qui ont autour d'eux travaillé, peut-être sciemment ou inconsciemment, pour les diviser, pour dire, non, Faure ne fait pas l'affaire, il faut que toi tu le remplaces. Je vais dire deux choses. J'ai 78 ans, j'ai des enfants, j'ai 14 petits-enfants. Mon premier petit-enfant a 20 ans. Moi-même, j'ai 78 ans. Donc, je suis un homme du passé, mais j'ai l'avenir accroché au pied à cause de mes petits-enfants. Quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, j'avais des amis kabyais que j'ai reçus chez moi qui m'ont dit, votre neveu là,
votre neveu là. J'ai dit, mais qui est notre neveu? Il dit, mais vous les gens du Sud, c'est votre neveu? Puisque sa mère n'est pas de Pia, n'est pas Kabier. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça que vous raisonnez? J'ai dit, mais il faut sortir de ce schéma-là. Si vous condamnez son accession au pouvoir, c'est autre chose. Mais quant à dire que... Donc, certains esprits pensaient à une sorte de Kabier power, c'est-à-dire comme Hutu power, c'est-à-dire créer un pouvoir Kabier. Et donc, trouvaient que, bon, peut-être que le profil de Faure n'était pas le bon, que Pacha avait le meilleur profil. Et il y a eu une tentative de coup d'État en 2007, juste avant les élections législatives. Il y a eu une tentative de coup d'État avortée en 2007. Il y avait des préparatifs qui n'ont pas abouti. Et c'est le président Bongo, paix à son âme, qui a convoqué les auteurs présumés de cette tentative à Libreville pour leur dire, vous arrêtez, le président il a dit même il n'y a pas longtemps, vous n'allez quand même pas commencer à vous diviser. Et cette information, je la tiens d'un des auteurs qui a participé à ce coup d'État. Et quand il est rentré de Libreville, c'est un ami de très longue date. Nous nous sommes connus à Tapamé. C'est un militaire et qui m'a dit, Richard, nous sommes allés à Libreville, nous avons été reçus par le président Bongo. Le président Bongo nous a donné de l'argent. Moi, je vais construire dans les lacs, disons un édifice à la gloire de Dieu, mais qu'à partir de ce moment, tout mon soutien va à Faure Gnassingbé pour la préparation des élections législatives de 2007. Alors, donc, du neveu au coup d'État, c'est que, voyez vous-même un peu la configuration, c'est que nous étions dans un environnement un peu chaotique, c'est-à-dire des gens cherchaient à les diviser en disant non, toi tu prends le pouvoir, après ton frère, etc. Voilà ce que je veux dire, sur le plan historique, sur ce que je sais de cette période-là. C'est ça. Bien, merci M. Richard Aboké. Nous parlons justement de la vie politique de chez nous au Togo. Nous sommes à la veille d'une présidentielle. Le premier tour est fixé au 22 février prochain et une demi-douzaine de candidatures, 6 ou 7, sont déjà déclarées. Le président Faure n'a pas encore dit s'il serait candidat ou pas, mais tout porte à croire qu'il le serait. Rien ne l'empêche. M. Richard Aboké. Bon, je crois que nous sommes dans une totale incertitude. Moi, je me dois livrer à deux hypothèses. L'une aussi plausible que l'autre. Quand je vois la façon dont la mission de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, s'est terminée chez nous en 2018, en queue de poisson, puisque les vrais problèmes n'ont pas été réglés. Désolé, oui. L'opposition est restée gros gens comme devant. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas normal que Buhari, le président Nana Akufo du Ghana, Alpha Condé, que tous ces chefs d'État. Alors les gens me disent, oh non, ils ont reçu de l'argent. Je dis non. Je dis non. C'est au Togo que l'argent impressionne. Non, c'est vrai. C'est dans la sous-région ici. Bon, je ne vais pas blesser. Mais je dis non. Il doit y avoir une sorte de deal. Dit, Monsieur le Président, allez-y, préparez votre départ sur le plan constitutionnel, tout ça pour que vous soyez à l'abri de poursuites éventuelles, pour être très tranquille, et nous, on arrête là, et puis c'est terminé. Alors, moi, je me dis, il y a un deal. Ce n'est pas impossible. Pourquoi pas, oui. Ce n'est pas impossible, parce que ces chefs d'État, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Donc, ils n'ont pas réussi leur mission. Ils n'ont pas réussi leur mission. Pour eux, c'est quand même... c'est une honte. Ils n'ont pas réussi leur mission. Ça, c'est l'hypothèse... numéro 1, oui. Donc, qu'il est dans l'état d'esprit de quitter le pouvoir. J'avais formé le projet de lui écrire une lettre ouverte pour le lui dire. Mais je me dis non. Je ne le lui enverrai pas tout simplement parce que c'est un homme intelligent, c'est à lui. C'est à lui de décider. De décider.
Parce que 15 ans à la tête du pays, il connaît les hommes au plan interne. Il connaît les gens qui ne vivent que par l'appropriation de nos ressources. Il a dit... Il a des enfants. Lui-même a dit que c'est une minorité qui s'approprie la richesse du pays. Et il a des enfants. Et moi, en tant que père, ce qui m'arrive, quand je veux connaître la vérité sur moi-même, non pas à travers des amis, que je n'ai pas beaucoup, mais sur moi-même, je me regarde dans les yeux de mes enfants. Parce qu'ils ont de l'expérience, même s'ils ne sont pas âgés. Et j'apprends beaucoup tout de suite. J'ai dit, il faut aller dans telle ou telle direction. La raison pour laquelle, par exemple, moi, il m'est arrivé, quand j'étais jeune, mais je rêvais d'avoir une femme pour mystifier le monde. Et puis après, bon, je me suis marié, mais je suis de tempérament, c'est pour ça que je ne fais pas partie des associations. Je suis très sanguin. J'ai battu ma femme. On ne va pas entrer dans cette... Non, mais j'ai demandé pardon à mes enfants. J'ai dit non, je me suis trompé. J'aurais pas dû. Mais je pensais que j'avais raison. Je pensais que j'avais raison. Je pensais que j'avais raison, mais j'aurais pas dû franchir le pas. Donc je pense que c'est un homme qu'aujourd'hui, il est peut-être partagé. Parce que sa mission... En train de réfléchir. Parce que sa mission à la tête du pays, nous ferons tout à l'heure, pas un bilan exhaustif. Nous n'aurons pas les moyens de faire un bilan. Mais, bon, je pense quand même qu'il a en main les éléments clés pour prendre une décision, pour que le Togo sorte définitivement, soit un pays rassemblé. Et je vais vous lire un passage de ce que Monseigneur Barriga, CVJR, quand il avait remis son rapport en avril 2012, Monseigneur Barriga a écrit ceci. Nous avons blessé la mère patrie. Nous nous sommes blessés les uns les autres. Ayons le courage de le reconnaître et de nous engager sincèrement dans une démarche de réconciliation. Vous permettez, je termine. Oui, allez-y rapidement. Nous sommes tous fils et filles du même pays, jouissant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs. Que nous venions du sud ou du nord, de l'est, du centre ou de l'ouest, quel que soit notre parti politique, notre religion, notre statut social et nos convictions politiques, nous avons un destin commun à assumer, une tâche commune à mener, un avenir commun à bâtir dans le pardon, la vérité et la justice, la tolérance et la réconciliation des cœurs. Monsieur Faure Gnassingbé, s'il a reçu ce message, ne peut plus continuer à blesser les Togolais. Très bien. Alors, ça nous permet de faire une belle transition vers le vif du sujet. Et après 3 mandats passés donc dans la commande de la gestion des affaires de notre société, quel bilan peut-on faire? Et quand vous regardez de près tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, ces discours, les relations avec les pays voisins, à l'international, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. On cite souvent le fameux PND. Alors, M. Chaboki, en bon observateur, quel bilan vous pouvez dresser, n'est-ce pas, de la gestion du président Faure Gnassingbé? Bien, c'est une tâche immense. Et donc, mon propos sera à la fois superficiel et bref. Oui. Superficiel et bref, vous me direz, mais ça ne nous arrange pas, parce que je crois que ce n'est pas souvent qu'il faut enfoncer des portes ouvertes. Donc, le bilan que je ferai, je le ferai dans l'articulation. L'articulation entre les réussites économiques,
les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes des droits de l'homme, les problèmes sociaux. Parce que dans notre vision, en tout cas dans ma vision des choses, bâtir une nation, c'est quoi? C'est un peu comme ce qu'on appelle la recherche ou la quête d'un Graal. C'est le Graal dont il est question, c'est l'homme total dans sa dimension physique et dans sa dimension spirituelle. Donc il se construit. Cette nation se construit dans l'articulation de l'élévation du bien-être matériel des populations. Les gens, diminution de la pauvreté, meilleures conditions de vie, meilleurs repas tous les jours, etc. Donc l'élévation du bien-être matériel et la transformation de leur structure sociale, culturelle, politique. Mais tout cela, ça se fait de façon convergente, d'étape en étape. D'où j'embraye tout de suite sur le bilan des infrastructures. Nous avions un déficit à la mort du président Adema en termes d'infrastructures, c'est certain. J'ai un rapport de la direction des travaux publics. Oui. Et donc, les routes nationales revêtues, au Togo par exemple, n'étaient pas... Nous étions à 17%. Et donc, c'était très peu. Bon, on peut mettre ça sous le compte des sanctions que le Togo a subies, mais les sanctions, quelque part aussi, il faut admettre que nous opposants au régime Adema, je n'étais pas politique, mais je n'étais pas d'accord avec ce régime. Et les gens qui l'ont servi. Mais il a peut-être un peu mérité. Et nous aussi, ça nous a pénalisés. Mais je crois qu'il y a un effet de rattrapage. Un effet de rattrapage qui est certain. On ne peut pas nier. Beaucoup de quartiers ont vu des pavés, l'éclairage, même si aujourd'hui, bon, on nous demande de payer une surtaxe, peu importe. Bon, bref, un effort a été fait. Sur le plan des infrastructures Sur le plan des infrastructures. Quand vous prenez le port, bon, c'est certain que le port, même si le passage au port du Puy-Dobi à Bolloré, ce passage s'est fait dans des conditions que nous connaissons, très clair, à coup de... Bon, bref, mais le port est là, port en eau profonde de la côte ouest africaine, et donc qui nous sert énormément. Et nous devons remercier Simon Olympio d'avoir très tôt fait ce projet. Ce projet qui a été ensuite, à partir de 1968, donc pris en charge par le président Adema et développé tout au long de l'histoire de notre pays. Mais je suis fond d'endettement, hein, parce que bien sûr. Toutes ces routes-là... Oui, non, vous ne pouvez pas. Si vous-même, votre épargne nationale ne permet pas de couvrir vos dépenses, vous êtes obligé d'emprunter à l'extérieur. C'est ce que font la plupart de nos pays. Ils essayent de limiter. Mais bon, en 88, par exemple, non, je dis en 88, en 2011, nous étions tellement endettés, on a eu une remise de dette de 88%. Donc, quand on l'a eu, nous étions à 41% de dette extérieure et intérieure par rapport au PIB. Et puis après, ça a commencé à grimper parce que, à cause de la politique de mise en œuvre des infrastructures. Bon, donc, mais les routes sont là. Mais il faut un peu plus. C'est ça. Il faut un peu plus. Nous avons quelques idées dans le pays. Nous ne sommes pas des spécialistes en matière d'infrastructure. Simplement comme usagers. Simplement parce que nous connaissons ce qui a été fait dans d'autres pays. Plus d'une fois, j'ai attiré l'attention du gouvernement togolais sur la nécessité de construire des navettes urbaines de Toglekope au centre-ville, d'Adidogomé au centre-ville, d'où encore de Baie ou d'Akordé-Sewa, des navettes urbaines pour fluidifier la circulation dans la ville de Lomé, pour décongestionner. Ça va vite. Ça se fait à Addis Abeba, ça se fait à Bogota, ça se fait dans beaucoup de pays, parce que Lomé, la zone maritime, c'est ici que sont concentrés près de 75% de la population. Des activités économiques. Donc, il faut donner un peu plus de souffle sur le plan des transports. Bon, peut-être d'autres le feront. Si lui n'a pas pu le faire, si ce n'est pas dans ses priorités, d'autres le feront.
Donc, c'est sur le plan des infrastructures. Sur le plan des infrastructures. Ouais. Et ça nous a coûté beaucoup cher. Mais ce que je déplore, c'est que certains esprits ont considéré que c'est l'occasion rêvée pour que ils puissent remplir leur sac troué à la maison. Donc, dès que l'argent tombe dedans, ils partent on ne sait où. Donc, qui vont chercher qui? Leur cousine à l'est de Cara pour venir construire les routes à Lomé. Et donc, des gens qui n'avaient aucune compétence pour ça. Et certains sont partis et ils sont versés dans des malversations. Ça nous a coûté cher. Le dernier rapport, je ne sais plus de quelle institution je disais, que 4 emprunteurs au Togo ont fait exploser les ressources des banques commerciales de la place. Ils représentaient près de 140%. Donc, l'État est dedans, mais je crois que le taux d'endettement commence à diminuer. Ça, nous n'avons pas encore toute la maîtrise de notre politique de développement. Il faut être tolérant, il faut relativiser nos compétences. Vous savez, l'homme politique, dès qu'il a 1 plus 1, il pense que ça y est, il a déjà décroché la lune. Mais ça, c'est humain. Sur un autre plan, sur le plan de la politique intérieure. Oui, là, je pense que c'est là où, par exemple, moi je suis en total désaccord avec M. Faure-Gnassingbé. Total désaccord. 1. Quand nous avions eu, après la signature de l'accord global, près de 358 milliards pour faire les réformes, il fallait associer, articuler réforme économique et réforme politique. Les deux. Marcher sur 2 pieds. Bientôt, nous allons marcher sur 3 pieds. Les scientifiques nous disent on ne marchera plus sur 2 pieds, mais demain, nous marcherons sur 3 pieds. Ça, c'est une autre question. Mais, il s'est lancé. C'est autour de lui. Nous avions un emprunt obligataire de 38 milliards ou 42 milliards. Les chiffres exacts, j'ai essayé de vérifier. Je crois que c'est entre 40 milliards. On ne sait pas comment cet argent a été utilisé. Je crois d'ailleurs qu'il a limogé le ministre de l'économie et des finances de l'époque. Oui. Par la suite, politiquement, il fallait changer les hommes. Il fallait changer les hommes. Il fallait. Mais quand vous entrez dans une ère nouvelle, après ce qui s'est passé, et vous traînez les vieilles casseroles avec vous, vous ferez nécessairement une mauvaise sauce. Il fallait changer de casserole, tout ça pour agrémenter non seulement la gestion du pouvoir, mais disons l'adhésion des Togolais à votre politique. Ça n'a pas été fait. Donc on a vu que les mêmes étaient là et ils ont continué à faire pression sur lui, à dire non, c'est ça, il faut aller dans telle direction, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et donc on dit non, il faut créer un parti politique. Il crée UNIR. Beaucoup de barons du RPT n'étaient pas d'accord avec lui au moment de la création d'UNIR. Moi, quelqu'un me l'a dit. Je dis, moi, je ne suis pas conseiller des affaires politiques. Mais ça, c'est votre problème. Donc, la question, c'est que non seulement les hommes, on a mis des nouveaux, mais vous savez, il n'a pas tout à fait tort. C'est que quand vous prenez des novices, parce que qui ne connaissent pas l'histoire du pays, ils sont dans quel esprit, quel d'esprit? Ils voient ce qui s'est passé. Ils disent, nous, on est une nouvelle génération, on va faire pareil. Nous aussi, nous allons nous enrichir rapidement, etc. Donc les réformes politiques n'ont pas accompagné, n'est-ce pas? Les réformes politiques n'ont pas accompagné. Donc, ils ont utilisé des subterfuges. Ils ont utilisé des artifices de proche en proche jusqu'en 2000, jusqu'aux élections législatives du 20 décembre 2018. Alors, je crois qu'il paraît qu'il y a un de ses conseillers qui lui a conseillé. Il dit il faut liquider la vieille opposition de Jean-Pierre Fabre, des Agbo Ibor, de qui encore des Apevon, tout ça, et
créer de toutes pièces une nouvelle opposition. Alors avec ça, vous repartez. C'est ça. Comme si de rien n'était. Je ne sais pas si c'était cette opération qui a été faite, mais bon, on a le sentiment que... Oui, il y a une nouvelle opposition à l'Assemblée nationale, issue nouvelle... justement de ces élections du 20 décembre. Issue du 20 décembre. Donc, bon, c'est la nouvelle stratégie, qu'il faut liquider les autres. Mais, vous savez, les meilleurs opposants pour un régime, c'est ceux qui sont au Parlement. Les meilleurs, moi, chef d'État, si j'étais président de la République, les meilleurs opposants, ils seront tous au Parlement. Si les opposants sont dans la nature, ça change les rapports sur le terrain. C'est ça. Parce que le pouvoir, mais, écoutez, si moi je veux le pouvoir, je sais, par mon âge, si l'espace politique est fermé, mon cerveau n'est pas fermé. Le monde n'est pas fermé. C'est un combat que nous allons livrer. Et donc, si le combat quitte le terrain juridique, le terrain politique, j'irai sur le même terrain que vous. Peut-être que ceux qu'on veut éliminer aujourd'hui n'ont plus cette capacité, mais demain, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, alors d'où il y a quand même un conflit de génération aussi. Parce qu'on a vu ces hommes et femmes, des indépendances, on va les laisser un peu à l'écart, mais ces hommes et femmes qui ont émergé lors du processus démocratique des années 90, et on a comme l'impression que c'est à croire qu'il n'y a pas de relève pouvant justement représenter et remplacer valablement cette opposition qui peut être présente, n'est-ce pas, dans les instances parlementaires. Oui. Il y a un conflit de génération. Ce conflit est même dû, disons, au passage des pères de l'indépendance à nous, notre génération. C'est le révérend père Bipi, un jour, qui est notre formateur à la cathédrale, un homme que je respecte beaucoup, qui m'a dit un jour, il dit, Richard, votre génération, vous êtes tous faux. Tous faux. J'ai dit, ah bon, mon père? Il dit, oui, vous êtes tous faux. Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'il nous a vus, les enfants de cœur, tranquille, tout ça. Et puis après, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un problème africain. Nous sommes entrés, après les indépendances, dans un nouveau système relationnel avec le monde extérieur. Ce nouveau système relationnel est fondé sur la souveraineté de nos États. Nous sommes souverains chez nous. Donc, nous voulons discuter d'égal à égal. Mais les pièges de la souveraineté, nous ne les connaissons pas. Et donc, comme nous étions une génération mal formée, nous ne connaissons rien de l'Afrique, très peu de choses. Pour beaucoup d'entre nous, l'école a été un parcours de combattants. Moi, je me rappelle quand nous étions à la cathédrale, nous avions connu les bintakbe. C'est les culottes déchirées. Quand le maître veut te taper, il tape là où la culotte est déchirée. Les bintakbe. Tout cela, une fois qu'on a fini les études, on dit, mais à nous la vie, plus rien. Donc, nous avons perdu le sens de la vie, c'est-à-dire de la solidarité, les valeurs essentielles qui doivent bâtir un pays. Avec qui nous étions en compétition? C'est entre nous-mêmes, au temps du parti unique. Je voudrais le dire en toute honnêteté ici. Quand nous avons commencé à travailler à l'école normale supérieure de Tapamé, en 71, mais nos premiers adversaires, ce n'était pas le régime, c'était pas Yadema, c'était pas Malou, c'était nos propres camarades avec lesquels nous étions en fac en France, qui sont rentrés avec nous et qui sont là, ils disent, ah non, lui il est d'Anéro, lui il est élevé, lui ceci. Et dès que vous arrivez, vous voyez tel collègue, vous dites, mais comment se fait-il qu'il soit à l'école? Il dit, non, c'est un gars d'Anéro, c'est un traître, c'est un mouchard. J'ai dit, mais donc systématiquement, tous ceux qui sont d'Anéro sont des mouchards. Et donc, ils ont construit leur petite administration tribale à l'abri
du système RPT. Chacun voulait. Vous allez à la CET, à l'époque, il y a un service, la comptabilité, direction comptable et financière. On peut le vérifier. 90% des gens qui étaient là-bas étaient de Palimi. Parce que le responsable était de là. Si vous allez au transport routier, les gens sont tous de Bassar. C'est-à-dire que chacun construisait, et donc forcément, nous étions gênés aux entournures. Et la compétition qu'il y avait entre nous faisait de telle sorte que nous-mêmes, nous écrivions quelquefois des lettres anonymes. Les gens écrivaient des lettres anonymes sur nous, en disant « Oui, non, mais lui, s'il est dangereux, il dit ceci. » J'étais à l'université, c'était pareil. À l'université, le recteur Ampa Johnson nous a fait dire que nous étions des mal-pensants. On m'a dit ça. Je dis, mais comment à l'université? En tant qu'enseignant, vous étiez déjà enseignant. Nous étions des mal-pensants. Mais quelle est cette formule? Mais un recteur, pareil, dit, c'est celui-ci qui doit me remplacer. Mais au nom de quoi? Donc, forcément, il y a une crise de génération. Et quand vous voyez tout ce qui s'est passé en 90, lors de la démocratisation, c'était de l'amateurisme. C'était de l'amateurisme. Le pays était piégé. Je donne une information là-dessus et j'arrête. Quand on a vu l'effervescence qu'il y avait ici, on a rencontré des gens à Paris. J'étais à Paris à l'époque. Les gens nous ont dit, mais vous-même, ça ne vous intéresse pas de devenir Premier ministre au Togo? Vous en avez le profil. Vous avez écrit 2 thèses. Vous avez fait un doctorat, 3e cycle, doctorat d'État. Vous êtes diplômé de sciences politiques. Mais c'est le profil rêvé pour être Premier ministre au Togo. Je dis non. Je dis, je serai un mauvais chef. Mais je peux vous proposer des noms. Et c'est des milieux officiels français qui nous avaient demandé. Nous avons proposé des noms, mais en y mettant des collaborateurs du président Yadema, en disant, ces gens, ils sont là dans un système, mais ils sont compétents. Si vous voulez que le pays avance, gardez-les s'ils s'en va. Donc, bref, il y a une crise de génération et vous avez parfaitement raison. C'est ça. Alors, on regarde ces analyses-là. Alors, comment voyez-vous la présidentielle de 2020? Pour vous dire la vérité, oui. J'adhère totalement à l'idée d'une partie de la société civile qui veuille qu'il y ait une transition. Qu'il y ait une transition. Que nous bâtissions un pays réconcilié pour aborder le centenaire qui arrive, puisque le Togo... Là, on vous réplique qu'il n'y a pas eu de situation de crise pour parler d'une transition. Il ne faut pas une crise. La crise, elle est structurelle. La crise, elle est structurelle. Nous l'avons dans nos gènes depuis 1970, 1963. Cette crise est là. Les Togolais, nous écoutons les jeunes. Nous écoutons les jeunes, qu'ils soient Kabien, Moba, tout ça. Là. Quand vous dites à un jeune, mais il y a des problèmes, tout ça. Il faut... Nous sommes chez nous, non? Le droit. Est-ce que le droit est au-dessus du peuple? Non. Si nous voulons changer notre pays, aborder de nouveaux rivages pour bâtir un pays moderne, si nous continuons dans la fuite en avant, les obstacles, nous ne faisons que les reculer. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire une parenthèse, n'est-ce pas, et ouvrir une transition carrément? Mettre les choses à plat. Regardez, la dernière constitution, je l'ai amenée ici. Regardez le nombre d'articles. Le président envoie un projet, dit 3 articles 59, 60 et 100, et vous avez 29 modifications. Si vous modifiez 29, changez de constitution. Il faut entrer dans... Il faut faire une nouvelle constitution. Vous savez, demain... Donc vous êtes ceux qui pensent vers l'immigration, vers une nouvelle république? Il faut, absolument. Il faut une nouvelle république. C'est mon point de vue aussi. Bon, je n'ai pas le pouvoir. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois qu'il faut aller en ce sens. Soyons modestes. Soyons modestes. Très bien. C'est important. Oui. Un dernier mot pour clore cette émission? Non. Notre pays? Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 6 décembre et pratiquement, disons, à l'avant-veille de Noël. Donc, c'est une fête de partage,
une fête d'amour, c'est une fête de solidarité. Je voudrais saisir cette occasion pour donc souhaiter un joyeux Noël par anticipation à tous les hommes politiques et de leur dire, mais ne vous regardez pas, regardez le pays et construisez-nous un avenir qui soit à la hauteur, de la qualité des intelligences qui habitent dans ce pays et qui sont à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci, M. Khaboki, pour ce temps passé en studio. Il était question de revisiter un peu notre histoire socio-politique à la veille donc, de cette présidentielle de 2020. C'est fini pour ce numéro. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres réflexions et à très bientôt.